Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce débrief des demi-allées de LDC qui nous ont fait un spectacle fantastique. Aujourd'hui, je suis en compagnie du GOAT. Je suis en compagnie d'Isaac. Comment ça va? Et ça va, mais super, surtout après ce qu'on a vu hier. Waouh, c'était quelque chose, hein. Le football, tout simplement, comme on l'aime. Et ce pourquoi on le suit. Eh ben, voilà, aujourd'hui, ça va être la thématique principale, ça va être le débrief de ces deux demi qui ont fait un spectacle très intéressant dans un aspect différent pour les deux. C'est-à-dire qu'on a eu une explosion offensive et du spectacle hier soir, et mardi, c'était plus tactique et beaucoup plus tendu. Mais écoute, moi, en tout cas, je suis ravi d'en parler un petit peu. Si tu pouvais donner ton impression globale sur les deux demi, ton impression sur le niveau affiché. Et bah franchement, on a eu du haut niveau, mais pas sur les deux côtés du terrain forcément. Le PSG Arsenal a plutôt été défensif, très clairement, malgré le but très tôt de Dembélé. Et le Barça Inter a été juste une orgie offensive, hein, avec leurs deux manières d'attaquer totalement différentes. L'Inter toujours rugueuse, disciplinée en contre-attaque, et le Barça qui développe son football. Ça, bah c'est ça, la match-up était super intéressante à suivre parce qu'on savait déjà avant le match que l'Inter pouvait potentiellement poser de gros soucis au Barça. Mais en tout cas, waouh. Franchement, on a... Oui, vas-y. Une belle opposition de style, hein, tout simplement. Hein. Ah oui, hein, vraiment. Franchement, sur le papier, la demi et sur le spectacle que ça a affiché, ça a été vraiment exceptionnel. On va en reparler en détail après. On va vachement commencer par parler de la demi du PSG. Puis on va se garder pour la fin le grand match qui a eu lieu hier soir. Alors comme tu as dit, le match PSG-Arsenal, c'était plus tactique, plus défensif, avec une ouverture du score qui était assez rapide d'Ousmane dès la 4e minute, avec une belle action, une finition où il a un peu de chance quand même, il affronte du tibia. Oui, c'est vrai. Mais ça rentre quand même, hein. Et c'est important, surtout dans ce stade, hein, de la compétition. Et en parlant des joueurs du PSG, moi, je voudrais saluer la performance de Donnarumma, hein, quand même, hein, qui a résisté aux assauts des Gunners. Hein. Ah bah ça, la performance de Donnarumma, depuis le match aller face à Liverpool, il enchaîne masterclass sur masterclass, c'est-à-dire que il est rassurant, il fait les parades qu'il faut sur sa ligne. On sait qu'il a toujours été très bon, mais là, il est décisif. Et franchement, bah, ça fait du bien. Je pense que ça fait la diff sur le match de mardi. Il fait quand même plusieurs parades, puisque Arsenal n'a pas été mauvais, loin de là. Ils se sont procurés des occasions. Mais franchement, il a sorti les parades qu'il fallait. Et puis même au niveau du leadership, je trouve qu'il y a eu du progrès. Oui, il y a eu beaucoup de progrès. J'ai l'impression on n'a pas vu un Donnarumma aussi bon depuis l'Euro remporté avec l'Italie. Hein. La raison pour laquelle, pourquoi il est parti au PSG, tout simplement, pourquoi Paris l'a recruté. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la sérénité, les réflexes, on a l'impression de voir le Donnarumma de l'Euro avec ses prestations qui avaient écœuré l'Angleterre, notamment, on se rappelle en finale, au tir au but. Mais non, effectivement, là, ça s'est joué dans la tête, ça s'est joué défensivement, je trouve, surtout en deuxième mi-temps où le PSG a été asphyxié, mais ils ont tenu. Marquinhos a fait un très bon match, Pacho aussi, Mendes un peu plus compliqué, mais globalement, c'était... Ça reste solide, c'est digne d'un... Même si je voudrais pas, mais c'est digne d'un champion, le match qu'a réalisé le PSG. Ils ont su résister. Ils ont su mettre l'occasion. Gonzalo Ramos aurait pu même doubler la mise. Hein, à la fin, avec quand il a heurté la barre transversale. Je suis d'accord avec c'est un extérieur pointu qui met là, il fracasse la transversale. Tout le monde pensait qu'il était hors jeu, mais au final, non. Et bon, j'espère que ça va pas être le genre d'occasion un peu à la Dembélé face à Liverpool où tu t'en souviens, tu te dis putain, s'il l'avait mise, il y aurait eu la qualif. Mais en tout cas, non, une grande équipe réaliste qui a marqué sur quasiment sa première occasion
et qui a tenu. Moi, j'aurais dit match de champion et j'aurais dit aussi match un peu à l'Atlético. C'est-à-dire qu'avec un peu plus de jeu, mais maîtrise défensive vraiment exceptionnelle et réaliste. C'est dans ça que je ne sais pas si pour toi la comparaison est intéressante. Lui, elle est possible et je l'appliquerai même pour Arsenal aussi. Hein. C'est vraiment les deux. Pour moi, on a deux des meilleures défenses d'Europe, quoi. En tout cas, dans le top 5. Top 5, top 10. C'est très solide. On a parlé de la défense parisienne, mais je voudrais quand même saluer Saliba. Oui. Même s'ils ont marqué un but, franchement, il a été solide. Ah oui, non, Saliba, il a encore fait monter sa cote auprès du Real Madrid, qui, on le sait, le veut absolument cet été. Mais ouais, masterclass défensive. Et franchement, ce qui a pêché pour Arsenal, c'est est-ce qu'on peut parler d'un manque de finition? Est-ce qu'on peut parler d'un Roma qui était impérial? Je sais pas. Mais ouais, franchement, au niveau des défenses, je pense qu'avec l'Inter, c'est les 3 meilleures défenses d'Europe. Je pense qu'on peut dire ça sans trop se tromper. Mais voilà, comme dirait Matt, il y a Saliba, il y a quoi qui nous empêche de dire que c'est le meilleur défenseur du monde? Bah, pas grand-chose. Je sais pas si la tech, ce que tu en penses de la tech de Matt, mais je suis plutôt d'accord avec. Là, actuellement, je regarde. Franchement, il y a vraiment moyen. Il y a vraiment pas grand-chose hein, qui l'empêche actuellement. Hein. Parce que tu regardes au niveau des gros clubs, le Real, c'est compliqué. En anglais, tu regardes en première ligue aussi. Il y a pas, je vois pas vraiment une aussi grosse défense hein, à Arsenal en comparant avec les autres clubs de tête. Je ne vois pas. Mais c'est une belle transformation pour Arsenal parce que ces dernières années, ça jouait bien, mais défensivement, tu avais un petit peu de faiblesse, même si Saliba était toujours aussi bon. Mais là, je trouve qu'ils sont durcis et ils sont beaucoup plus réalistes. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça marque beaucoup sur coup de pied arrêté. Ils ont un entraîneur des coups de pied arrêtés qui est fantastique d'ailleurs, je sais plus son nom. Et Edu Torres, si je dis pas de bêtises, mais franchement, je trouve que Arsenal, attention quand même au match retour, parce que bon, il y a qu'un but d'écart et si le PSG est capable de gagner à l'Emirates, pour moi, Arsenal est capable d'aller gagner au Parc. Attention, il manquait un élément important quand même hein, chez les Gunners. Hein. Thomas Partey. Oui. On a vu par séquence qu'il manquait aux Gunners. Hein. Ah oui, effectivement, la plaque un peu tournante. C'est vrai que par moment, on a senti qu'il manquait de liant, entre guillemets, entre les lignes. Et je pense que Partey, franchement, va faire du bien. Après, je vois Matt qui parle de Havertz. Je ne sais pas s'il sera disponible. Je crois que ça sera un peu court pour la demi-retour. Mais je sais que Thomas Partey, lui, sera là. Et je pense que ça peut... Attention au milieu de terrain parisien, qui aura, je pense, un peu plus de mal à gérer les trois du milieu à Arsenal. Ouais. Ça... Mais du coup, match retour mercredi prochain au Parc. Ouais. Je pense que le PSG va quand même s'en sortir. Hein. Tu penses ? Ça va être un match très fermé, mais pas aussi. Ça va être un peu plus ouvert offensivement. Oui. Arsenal a besoin de marquer pour combler son retard d'un but. Le PSG va vouloir accentuer son retard. Je ne dis pas que ce sera un match aussi spectaculaire que celui d'hier, mais les deux équipes ont intérêt à marquer très très vite. Hein. Oui, non, je suis plutôt d'accord. Après, ce qui a changé aussi, on en parle pas mal maintenant, mais un peu moins avant, c'est l'état d'esprit, je trouve. Je sais pas si tu as vu l'interview d'Hakimi. Il parlait justement de l'état d'esprit et que maintenant, c'était plus solidaire, c'était plus une équipe, tout simplement. Tu regardes le PSG lors du début de cette campagne et le PSG aujourd'hui, c'est plus la même équipe, c'est plus la... Il y a une cohésion il y a une cohésion d'équipe qui s'est montée entre-temps. Oui.
tu le sens vraiment. Je crois que c'était Arteta qui a été interrogé au micro de CBS Sports après le match, qu'il a tout simplement avoué. C'est pas la même équipe à qui ils ont mis 3-0 au mois de décembre. Je me rappelle plus du mois exact. Oui, c'était novembre, ouais. Et voilà, et on peut voir comme quoi ça paye la patience. Quand tu laisses ton entraîneur travailler, Je suis d'accord. c'est un vrai collectif. Ouais, je suis d'accord. Ça montre que du coup voilà, tu laisser du temps, c'est pas. Je pense que les deux équipes, c'est un peu le symbole de ça. C'est qu'Arteta au début c'était compliqué aussi, et puis on lui a laissé du temps, et puis au final, les deux se retrouvent en demi. Et voilà, c'est vrai que l'état d'esprit, on voit même dans le. Je sais que on a même l'image, il me semble, mais Vitinha qui a reçu le trophée d'homme du match. Je trouve pas qu'il ait fait un match si exceptionnel. Ouais, hein. Il a fait des matchs meilleurs, hein, honnêtement. Oui, clairement, et qui se prend selfie avec Donnarumma en disant que c'est Donnarumma qui mérite pour lui le trophée, ce qui, je pense, très sincèrement, est la vérité. Voilà, ça montre un petit peu l'état d'esprit, le collectif. Et effectivement, Luis Enrique, on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même remarquable le boulot qu'il fait. Oui. Moi, c'est ce que je me rappelle que d'ailleurs j'étais un des seuls en étant purement objectif à avoir défendu Luis Enrique. Si vous le laissez faire ce qu'il veut, sans restriction, sans superstar, franchement, il peut se passer quelque chose de beau dans ce club. Est-ce que tu dis ça avec un petit peu avec le masque, genre le même, avec le masque qui sourit derrière tu pleures, parce que pour ceux qui ne savent pas, ouais, très clairement. Parce que tu es quand même à la base, voilà, on précise, supporter de l'Olympique de Marseille, donc bon. Ouais, là vraiment, j'essaie d'être objectif. Je ne ferai aucune blague. C'est les larmes aux yeux un peu que tu le dis, mais bon, c'est vrai que là, ils mettent un peu... Un sourire jaune, précisément. Vraiment très jaune, hein, mais... Non, mais franchement, le PSG est en train même de changer son image auprès de l'Europe. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient cette réputation, cette vision du club un peu loser, mais un petit peu, ouais, loser. J'irais plus loin, un club paillette, tout simplement, genre Paris, la capitale, la fête, entre 2-3 ans d'entraînement, les dramas. C'est ça. Et en fait, à chaque hiver, en février, tu te disais, bon, quel scénario va arriver, comment PSG va se faire éliminer, quel scénario de merde, entre guillemets, vont-ils se taper. Et tu disais, voilà, mental faible. Et puis tu as Enrique qui est arrivé, qui a fait un peu le ménage, qui a enlevé Verratti, qui a eu quand même. Verratti qui était quand même un pilier, quand même, et il est arrivé. Il a fait le ménage Neymar, Verratti en première ligne. Et je trouve ça que ça récompense un petit peu les projets intelligents et non pas les projets un peu court terme où tu achètes des gros noms, tu recrutes un gros nom aussi en coach, tu te dis ça va mixer. Et puis au final ça marche pas. Mais là ouais, je trouve que c'est vraiment solide. À voir, je serais pas aussi sûr que toi par rapport au match retour, au scénario. Mais en tout cas, je me dis que ça va être un beau match. Et je pense pas que ça va être une orgie offensive, mais ça va être un beau match. Ouais, très clairement, il faut revenir sur le PSG et Enrique. Moi, je pense, il y a encore quelques failles du fantôme du passé qui sont quand même là. On l'a vu avec la deuxième mi-temps face à Aston Villa. Mais je pense que le plus gros a été fait. Oui. Le plus gros a été fait. Tous les joueurs stars, tous les anciens joueurs stars qui sont partis. Mbappé, Mbappé aussi. On a bien vu ce qui s'était passé en finale de Coupe du Roi. Bon, après, il a fait un beau match, mais Mbappé est arrivé. L'alchimie qui avait ces 3 dernières années, oui, au Real, elle a disparu. Oui. Et elle est apparue au PSG. Vraiment,
Je dis ça, je dirais, on pourrait même parler de camp, mais on n'est pas là pour faire un procès sur Monsieur Mbappé. J'ai pas envie de recevoir une lettre de mise en demeure de la part de Madame Mbappé. Laissez-moi tranquille, j'ai rien fait. Ah, on a. J'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Du coup, je vois dans le chat Matt qui parle du Vitinha qui a donné son trophée d'homme du match à Dodin. Ouais, on en a parlé juste avant. Comme quoi, ça traduisait l'état d'esprit collectif du PSG dorénavant. Et je vois, voilà, on voit l'image de Viti qui est en la Donnarumma, qui te remplace temporairement sur sur l'écran. Et on a Célestin qui nous parle du Real et qui dit au Real, c'est pas que Maurice le problème. Alors ça, c'est autre chose. Oui, ça c'est vrai, c'est beaucoup plus long. C'était juste pour la blague en vrai. Mais c'est vrai que le Real, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ah, ça, c'est un autre débat, un autre sujet, mais déjà, le Real, faut qu'ils se mettent d'accord au niveau du coach. Bon, a priori, ça va être Xabi, mais je vois qu'ils ont un peu saboté le départ de Carlo Ancelotti, qui finalement, à mon avis, sera pas sélectionneur du Brésil. Mais je pense qu'il y a un chantier. Je pense que Vinicius a eu 2-3 petits mots sympathiques envers la fédération brésilienne. Hein. Oui, je pense. Je pense aussi qu'il a fait jouer ses contacts et qui s'est dit non, je vais pas quitter le harambol de Carlo pour le retrouver au Brésil. Donc voilà, le Real, c'est un chantier. Je pense que va y avoir un renouvellement d'effectifs, je pense, défensivement à effectuer, notamment on parlait de Saliba. Est-ce qu'ils vont réussir à l'avoir? Est-ce que Arsenal va le garder? Mais en tout cas, oui, pour revenir un petit peu à l'état d'esprit, comme quoi Mbappé traduit le fait qu'il y avait pas d'alchimie au PSG, il part, il y en a une, il arrive au Real, ça part un petit peu en cacahuète. Mais en tout cas, le PSG est franchement remarquable cette saison. Et bon, en tant que club français, moi je suis pas un ops comme toi, je suis lillois, donc je vais dire que bon, voir un club français comme le Paris Saint-Germain remporter, ça ne me dérangerait pas, au contraire ça me ferait plaisir. Mais d'un côté, Arsenal, c'est une équipe que j'aime beaucoup, donc quoi qu'il arrive, j'aurai un petit peu de joie, plus si c'est Paris, mais bon. Oh, moi je le dis. Saliba, franchement, j'ai une mission pour toi. Vraiment, vraiment une mission pour toi, mec. Me déçois pas. Me déçois pas comme le CSC que t'as mis face au Lokomotiv Moscou un sombre jeudi soir d'octobre 2021. S'il te plaît. S'il te plaît, vraiment. Je chiale s'il y a un contre son camp de Saliba mercredi prochain. Ça veut dire que je suis un chat noir. Mais on en reparlera de ça plus tard. Hein. Le jour où on parlera de Ligue 1. On vous rappelle d'ailleurs, le replay est disponible du point qui a été fait dimanche dernier par Matt sur les 5 championnats européens. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je vois que là, ça commence à arriver dans le chat. Je vois Bruman qui dit bonjour, désolé du retard, je mangeais. Écoute, j'espère que tu as bien mangé et ravi que tu sois avec nous. Je vois Rémi qui parle de mon drapeau. Je vois pas que mon drapeau te dérange, franchement. On parle d'un club qui se bat pour la LDC cette saison, pas d'un club qui perd miteusement au Auxerre. Donc, moi, je dis ça, je dis rien. Alors, non, moi, je ne peux pas parler d'Auxerre. Oui, c'est vrai que toi, tu peux pas parler. Moi, je ne peux pas parler d'Auxerre. Non, il s'est passé des choses étranges lors de ces deux matchs. Et puis, cette saison, c'est vrai qu'Auxerre, c'était compliqué pour vous. Et puis Bruman qui parle du fait que le PSG, il serait tellement heureux s'ils ont au final. Bon, effectivement, il est supporter parisien, donc ça paraît logique. Écoute, on te le souhaite. En tout cas, moi, je te le souhaite. Et puis voilà. Et puis Matt, mon t-shirt, bon, je suis pas McLaren, mais c'était pour la victoire de Ricciardo. C'est pour la victoire de Ricciardo à Imola. Donc c'était le maillot spécial pour célébrer sa victoire. Donc j'ai une excuse. Belle excuse. Je suis pour Féfé, sinon, de base. Hein, mais bon, Daniel, c'était Daniel. Oui, putain, mais pas à Monza, pas Imola, effectivement. Mais oui, c'était il y a 3-4 ans déjà. Mais, je pense à vraiment lors de cette merveilleuse période de la F1 durant le Covid. Hein. Ouais. Oui, c'était franchement incroyable à suivre. Et puis,
Je me rappelle du GP, je crois que c'est la même saison, au GP de Russie où Norris ne change pas de pneus et sous la pluie. Effectivement, et c'était le divertissement. Mais en tout cas, voilà, petit aparté F1. D'ailleurs, la F1 qui est vraiment, je trouve, intéressante cette saison parce que ça change un petit peu sur le circuit. On a quand même Piastri qui se détache un peu, mais je sais que toi tu suis pas mal, t'es pour Fefe également. Un peu plus compliqué pour nous en ce moment, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. Parce que il y a Red Bull qui essaye de mener Tsunoda qui est pas trop mal par rapport à à Lawson qui nous a pondu un de ses cacas. Il y a Mercedes qui franchement qui est très sous-coté, honnêtement. Oui. Je ne sais pas s'ils peuvent faire mieux, mais en tout cas, c'est très bien. Et puis même, tu as quelques surprises, Enfin, Williams, bon, c'est devenu compliqué, mais en tout début de saison, ça se battait quand même pour le top 10. Alpine aussi, qui fait des apparitions régulières, donc... Oui, c'est vrai, Gasly fait des petites apparitions, même Douane n'est pas si mauvais que ça. Et bon, j'espère que pour Lewis et pour Charles, ça va s'améliorer, parce que bon... c'est bien beau d'avoir du flow, mais une voiture qui marche, ce serait trop demandé. Je demande. Parce que c'est bien beau les maillots, Miami, bleu turquoise, rose. T'as vu le design ou pas Franchement, moi j'aime bien. D'ailleurs, Grand Prix de Miami, un des pires circuits de la F1. Hein, franchement, ça a remplacé des Manicourt par ça, quoi. Franchement. Après, Manicourt n'est pas mieux en soi, mais quand même. Oui. Après, comment dire, aux États-Unis, t'as déjà Austin qui est déjà beaucoup mieux, je trouve. Austin, Las Vegas, rien que par... Las Vegas, c'est vrai. Rien que par l'ambiance, un Grand Prix un samedi soir, enfin, et en France pour nous en sortie de soirée, franchement, c'est magnifique. C'est vrai. Mais je vois Rémi qui parle du fait que Norris va pas être champion du monde, car Piastri va nous sauver de ça. Écoute, j'avoue qu'il me fait un peu de peine, Norris, quand même. Je suis pas... En vrai de vrai, Norris, pour en avoir discuté avec beaucoup d'entre vous, c'est vrai que je l'ai tapé dessus, mais tu sens qu'il n'est pas bien actuellement. Donc ça me fait de la peine, tout simplement. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis pareil que toi. Autant j'aime bien le vanner et tout ça, mais tu vois que le mec, mentalement, il n'est pas au top du top. Alors, je préfère Piastri déjà de base. Mais bon, j'espère quand même qu'il va se relever, Norris, parce que bon, que ça soit pour la F1 et pour lui, il a une monoplace quand même qui est fantastique. Donc, s'il pouvait retrouver un petit peu le moral, ça serait pas plus mal. Et puis je vois juste, de la livrée de Spécial Fefet ce week-end. Moi, je suis pas fan, perso, mais... Ouais, par contre, c'est vrai que là, avec le logo HP tout bleu, là, on n'en avait pas besoin, franchement. Je sais qu'HP paye cher, tout ça, mais quand même. Oui, c'est ça, c'est clairement ça. Mais voilà, quoi. Miami, vraiment, le circuit aurait pu être à Sergi Pontoise, ça aurait été le même. Franchement, oui. Aïe. Franchement, un circuit autour de la préfecture là, de ville, franchement, ça aurait été la même qualité, hein. Avec la gare qui n'est toujours pas, qui a toujours pas fini ses travaux là, ce serait parfait. Ça donnerait une petite vibe MotoGP là, début 2000, fin 90. Ça aurait été pas mal. Un peu old school. Mais bon, au niveau de la F1, on pourra en reparler lors d'un live. Mais on a un match. On a un deuxième match à parler et c'est pas n'importe quel match. Oh, alors celui-là. Je te propose de commencer du coup. Celui-là. Avant de parler de football, tout simplement. Ce match, c'est typiquement pourquoi on aime ce sport, honnêtement. Oui.
y a rien à dire. Bon, je vais pas commencer à faire un poème à la Omar da Fonseca. Je pourrais en passer des heures, mais le temps file. Du coup, on va commencer par raconter ce qui s'était passé durant ce match. À la première minute, on a eu Marcus Thuram qui ouvre le score pour l'Inter après seulement 30 secondes de jeu, qui inscrit l'un des buts les plus rapides de l'histoire des demi-finales de la compétition. Sauf si je dis une bêtise, ça arrivait très vite. Après, on a eu le doublé de Dumfries pour l'Inter à la 20e minute, je crois. Et à la 34e minute. Et lui, on va en parler. On va en parler de Lamine Yamal qui réduit l'écart avec un exploit individuel qui devient évidemment le plus jeune buteur de la LDC à 17 ans et 291 jours. À la 42e, encore une passe magnifique de Lamine pour Ferran Torres qui égalise pour le Barça à égalité. 63e minute, le Barça domine, mais le réaliste de l'Inter, Dumfries qui marque en corner. Oui, voilà, qui redonne l'avantage à l'Inter, qui n'aurait pas dû être homme du match. Mais vu que le football, on le voit que par des stats maintenant, vu qu'on est sur Sport Center, c'est bien. Et à la 66e minute, le boulet de canon de Rafinha qui a été dévié par Yann Sommer, qui permet au Barça d'égaliser. L'ogive nucléaire. Ouais, vraiment. Enfin, comme je l'ai dit sur le Twitter, allez voir le Twitter de Game Time. Vraiment un tir à la calache. Oui, vraiment. Vraiment, le bruit qu'on entend sur les extraits, ça fait penser au missile d'Haaland face au PSG. Face au PSG, oui. Mais comme tu dis, merci le foot. Vraiment, c'était un match incroyable. Thuram qui met la clim. Tu dis l'ambiance, le match, il part un petit peu mal pour le Barça. Puis là, deuxième but. Puis là, 2-0, il y a monsieur de Lamine Yamal qui décide de se dire, bon les gars, on est mené 2-0. Allez, je vais leur montrer qui je suis, s'ils ne savent pas déjà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Franchement, sur Yamal, c'est fantastique. On le voit à l'écran avec sa coupe de cheveux magnifique. Spoiler, non. Mais non, franchement, match incroyable. Il a montré à 17 ans ce qu'il fait, c'est sensationnel. J'ai pas de mots pour décrire parce que honnêtement, ce type de perf en demi comme ça, je trouve ça iconique, quoi. Franchement, j'irai plus loin. Lamine Yamal m'a fait ressentir quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis Lionel Messi. Je pense à ces gestes techniques qui sont pas comme Anthony qui joue d'ailleurs en Europa League ou Conference League avec le Betis ce soir, mais des gestes techniques qui sont juste là pour amuser la galerie. Il a fait avancer le jeu. Sa vision de jeu a été très intelligente. Je pense à des corners placés, à des passes à l'aveugle où malheureusement il y avait personne, mais waouh, quoi. Hier soir, j'ai eu l'impression de retrouver le moins de 3 ans qui découvre Lionel Messi, quoi, à côté du daron sur le canapé. Vraiment, c'est pour ça qu'on regarde ce sport. Non, vraiment, je suis d'accord. En fait, il donne le smile. Tu te dis, c'est le foot, quoi. Vraiment, c'est les types de joueurs. Tu allumes la télé pour lui, tu vas au stade pour lui. Et voilà, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Cette sensation-là de précocité, de talent pur. Je pense que depuis Léo Messi, on n'a pas vu ça, très sincèrement. Et je pense même pas que c'est la culture de l'instant, parce que faut rappeler que Yamal, son Euro l'année dernière, c'est déjà fantastique. Et là, cette année, il confirme avec le Barça. Et waouh. Ouais, je lirai pas entièrement les phrases que je vois dans le chat, mais bon, Rémi qui dit Yamal, le LeBron James jusqu'à la dernière goutte, bon. Franchement, il mérite. Mais cela ne nous regarde pas. C'est vrai. Mais non, mais je suis totalement d'accord, moi, franchement. Bon, on peut débattre sur le fait qu'il n'ait pas le trophée du match, parce que bon, Dumfries l'a eu, je pense, par rapport au stade, doublé passe D. Ouais. Mais si on passe au-dessus des stats, c'est compliqué, mais Yamal, waouh.
Vraiment. Ouais, est-ce que, pour toi, Yamal, avec cette presta, il se replace dans la course au Ballon d'Or dans le cas où le Barça remporte la LDC? Oui, oui, bah, ça va très clairement compter. Et en plus, on l'a pas, je l'ai pas dit, mais il a eu une petite gêne physique. Hein. Oui. Juste avant le match, on a eu des images de Canal qui nous ont montré qu'il était rentré dans le vestiaire et tout. Et tout, là, il arrive, il joue comme Messi. En fait, c'est un mélange de Messi, Ronaldo et de Neymar en même temps. Oui. Genre, l'insolence et la folie de Neymar, Oui. l'ego de CR7 et la technique à Messi. C'est totalement fou. C'est un mix de tout. Et franchement, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce qu'en plus, des fois, il a des petites déclats. Tu te dis, ah, le mec, il est arrogant. Mais après, sur le terrain, bah, tu te dis, bon, Il bah, a pas vas-y. tort, il assume. Enfin, il met sa story Instagram, il dit je vais les fumer. Voilà ce qui se passe. Exactement, c'est ça. Bah, et puis, c'est vrai, c'est frais, quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir ce type de personnalité de joueur dans le foot. Je vais pas faire mon audit à dire le foot c'était mieux avant, mais ça fait plaisir quand même qu'ils soient encore ce type de joueur. Parce que quand on sait que le jeu s'intensifie, ça devient plus physique, d'avoir toujours ce type de joueur, je trouve que c'est super, super rafraîchissant. Et malgré ça, il y a quelques petits bémols. Je pense à Torres qui a certes marqué un but, mais il aurait pu donner la victoire au Barça. Hein. Oui, Beaucoup de ballons gâchés aussi. Je pense à Koundé qui s'est blessé. Je sais qu'on a eu des nouvelles, hein, pas très très rassurantes. Ouais. Avec Cuisse, c'est ça? Oui. Cuisse. Sinon, le reste, c'est plutôt des matchs plutôt réguliers. Enfin, Oui. Martin a fait un match désastreux aussi au niveau de la défense. Mais... Oui, si c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Après, si on parle un peu de l'Inter, parce que un grand match, c'est deux équipes. Alors forcément, Yamal a pété entre guillemets à nos yeux, parce que après ça est folle. Mais l'Inter, quand même, malgré tout, bah, après le match aller, ils sont à 3-3, retour chez eux. Qu'est-ce que tu en penses de leur prestat? Franchement, c'est ce que j'attendais de l'Inter, en fait. Une Inter qui ne renonce pas, une Inter qui est disciplinée, une Inter qui est rugueuse, dure défensivement. Et d'ailleurs, il aurait pu avoir pénalty à la 9e minute. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, je suis d'accord. C'est totalement ce que j'attendais. Et malgré un Lautaro Martinez, mais fantomatique. Oui, il est blessé maintenant, je crois. On comprend mieux parce que pas de pressing, pas de précision, des ballons qui vite rendus à l'adversaire. On comprend mieux pourquoi il a été remplacé par Mehdi Taremi. Oui. Après, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Les deux ont raté le rendez-vous. Le seul attaquant qui a été là, c'est Thuram, quoi. C'est Marcus. C'est Marcus. C'est un but splendide à la 30e seconde. C'est le but, ouais. Et pourtant, il était encore diminué. Il aurait pu mieux faire sur deux situations de contre, mais la défense barcelonaise l'a rattrapé. Oui, c'est Paris. Et d'ailleurs, c'est Matt qui parle de Barella. Oui, Barella a fait un match vraiment pas trop mal, hein, honnêtement. Oui, Barella, oui, c'est fort quand même. C'est très, très fort. Après, pour revenir juste à Yamal, on voit c'est quelqu'un qui dit intéressant de voir comment les gens traitent l'arrogance de Yamal différemment de l'arrogance de Vini. Ouais, bizarre. Voilà. Ouais, le jour où on parlera de Vinicius, franchement, j'aurai des choses à dire. Parce que le traitement qu'il subit est totalement dégueulasse. Oui, il peut avoir, comme à peu près tous les joueurs du Real en ce moment, des comportements déplacés. Mais si Vini fait un quart de ce que fait Yamal, le mec se fait automatiquement insulter de singe et c'est dégueulasse. Oui, non, je suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Après, comme tu dis, ça n'empêche pas que Vini, même en dehors de ça, il a quand même un passif où il a quand même
il a quand même un caractère un peu de merde, mais je pense qu'il y a aussi un délit de sale gueule, on va pas Lui, mentir. il y a un délit de sale, il y a un délit de sale gueule. Lui, après, lui, je ne consomme pas tout ce qu'il a fait, Ouais, non, évidemment. Et même pour Rudiger qui a subi un délit de ouais. sale gueule, mais après provoquer une rixe sur l'arbitre Ouais, non, ouais. à la fin d'un classico, d'un match que tout le monde regarde, je suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées. Non, non, je suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées du tout. Après, Yamal, il a peut-être la carte aussi de l'innocence, de la jeunesse, en l'innocence aux yeux des gens. Mais est-ce que quand il va pas grandir un petit peu et que cette carte-là ne pourra plus être utilisée, est-ce que il va pas commencer à être un peu critiqué? Ah si, ouais, c'est le jeu. Il va être sûrement critiqué. Bah oui, et puis dès qu'il va enchaîner 2-3 mauvaises perfs ou qu'il va se blesser un petit peu trop souvent, ça va sortir la calache alors qu'il a que 17 piges. Oui, voilà. Mais Vini, ouais, dossier un petit peu épineux, quoi. Mais je pense qu'effectivement, il y a vraiment pas mal de choses à dire. Et comment dire, pour revenir à l'Inter, Matt qui dit que Marcus est le 3e meilleur joueur du match derrière Dumfries et Yamal, qu'est-ce que t'en penses? Oui, franchement, oui, je suis totalement d'accord. Hein. Je suis totalement d'accord et j'irais même à l'opposé de Daniel Riolo qui a dit que Marcus Thuram n'était pas un joueur technique. Oui, c'est pas le plus grand joueur technique du monde, mais il fait le taf. Il fait le taf. La talonnade, excusez-moi, j'arrive même plus à parler tellement que ça m'a saoulé. Je repense à l'extrait que ah ouais, j'ai vu aussi. C'est... Oh. Hein, mais oui, mais il a rien que sur cette action, franchement, tu vois la technicité d'un grand joueur, quoi. Ah oui, non, je suis d'accord. Franchement, Riolo, if I speak, hein, franchement, je citerai pas les paroles d'SDM, mais voilà quoi. C'est désastreux. Marcus Thuram, on le réduit un peu à un joueur qu'il n'est pas, et je trouve que franchement, ouais, il fait le taf. Il a des gros flashs où tu te dis quand même, il est super technique. Alors oui, il y a du déchet, c'est sûr, mais franchement. Après peut-être qu'il regarde pas la série et qu'il regarde que les matchs en équipe de France où Marcus Thuram ne joue pas dans sa position préférentielle, hein, plutôt à gauche. On peut comprendre. Ouais, mais bon. Riolo, les takes en ce moment, c'est compliqué, mais non, Marcus, je trouve que c'est injuste, quoi, parce que bon, je suis pas le plus grand fan du joueur, même si cette saison, j'avoue que j'ai retourné à demi ma veste parce que je trouve qu'avec Lautaro, ça marche super bien. Mais voilà, quoi, le talonnage, j'ai eu des flashbacks de Benzema, je le vois dans le chat. C'est vrai que ça ressemble un petit peu, ouais, au type de but que Karim pouvait mettre. On est vrai, Marcus solide, quoi. Et Marcus solide, Dumfries, gros match aussi, évidemment. On en a déjà parlé, c'est pour ça que j'ai pas trop appuyé là-dessus, mais on le rappelle, c'est 2 buts, une passe D, un bon son pour Thuram pour lancer son équipe. Oui. Ouais, il a quand même limité Rafinha, hein, qui a marqué quand même un super but, mais il l'a quand même limité hein, sur son aile. Et ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et pour terminer, un 2e but de la tête sur corner pour magnifier sa prestation. Le pire, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il a été blessé et qu'il est revenu que le week-end d'avant. Ah oui, ce qui rend sa prestation encore plus incroyable. Et ouais, comme tu dis, et polyvalent, il a brillé dans tous les domaines possibles, c'est-à-dire aérien avec la tête, passe D avec le centre, finition entre guillemets devant le but. Non, franchement, Dumfries, c'est un joueur on n'en parle pas beaucoup parce que forcément l'Inter, l'Italie, c'est un peu moins médiatisé. En France surtout, parce qu'il n'y a pas de diffuseur réel à part l'équipe, mais l'équipe le problème, je vais en profiter pour passer un coup de gueule. En fait, c'est pas vraiment de la faute de l'équipe en fait. Le hic de base, c'est qu'à la base, il y avait Bein qui devait renouveler les droits. Oui. Sauf qu'il y a DAZN qui est le diffuseur officiel de la série, qui diffuse toute la série en Italie. Du coup, la Ligue a laissé traîner et l'équipe est venue. Sauf que le problème, c'est que l'équipe est une chaîne française et vous savez que
les chaînes françaises sont diffusées sur DAZN, enfin en Suisse, là où il y a DAZN du coup avec la frontière entre la France, la Suisse et l'Italie, ça a posé des problèmes. Mais sinon, sinon à la base, on rappelle que c'était prévu que il y avait 2 matchs gratuits à la télévision chaque journée. Malheureusement, ils n'ont pas pu pour des questions de gros sous encore. Oui, toujours. Toujours. Mais c'est dommage. Ah oui, Dumfries sous-côté, Barella, plutôt bon match. Il fait la passe aussi pour Mkhitaryan sur le but hors jeu. Il me semble que oui. Hein. Oui, il me semble que oui aussi. Donc, mais honnêtement, Sommer, j'ai envie quand même de dire que, certes, oui, Sommer, gros match quand même. Hein. À la fin, il sauve son équipe quand même, parce qu'il y a eu deux occasions franches, je trouve, où le Barça aurait pu prendre l'avantage, où il a été décisif. Après, je dirais que sur les 2 premiers buts du Barça, il a été quand même abandonné. Hein. Enfin, sur 2 buts par sa défense, par la défense interiste, hein, qui est tombé soit dans le piège de la possession, soit face à l'individualité de Yamal. Mais il a retardé les chances avec plusieurs parades. Hein. Je pense à celle quand il détourne le ballon sur Yamal sur la barre. Oui, je vois celle que tu veux dire. Celle-là, elle est quand même monstrueuse. Et j'irai plus loin. Les 2 premiers sont un peu abandonnés. Et le troisième, c'est un pétard que Rafinha il envoie. Et honnêtement, elle fracasse la barre, elle rebondit sur lui. Ouais, franchement, si c'était rentré celle-là, franchement. Oui. En tout cas, ça promet un match retour d'anthologie mardi prochain. Tu le vois comment? Je ne sais, en fait, je ne sais pas, on peut tout s'imaginer. Vraiment, je ne peux pas, je peux même pas utiliser l'excuse si quand même à domicile l'Inter à Giuseppe Meazza quand même ça reste très solide. Hein. Attention, hein. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas voulu pousser plus que ça. Ils se sont dit, on rentre à la maison. Oui. On est chez nous au retour. On développe notre football comme on le fait parce que lui, c'est pas que des contre l'Inter à la maison. Ça essaie de développer quelques petites phases de possession quand même. Oui. Mais le Barça est clairement capable de nous lâcher leur meilleur match de la saison. Comme à chaque grande occasion, que ce soit face au Real, des matchs serrés face à l'Atlético où ils l'emportent par la force à la fin. Oui. Oui, non, et c'est... Mais est-ce qu'on aura un match plus défensif, à ton avis? Est-ce que les coachs ne se seraient pas énervés, surtout le coach interiste, envers sa défense? Je pense Inzaghi, oui, à mon avis, va rectifier le tir. Le Barça, je pense pas, parce qu'Hansi Flick, il a toujours une mentalité un petit peu beaucoup portée vers l'offensive. Oui, hein. Flick, sachant que c'est le match retour, je pense que ça va bombarder. Hein. Inzaghi, je pense qu'il va ajuster, mais... Je pense que Flick va quand même faire quelques petits ajustements. Tu penses? Parce que le premier but sur Thuram, quand même, c'est pas censé arriver. Oui, je suis d'accord. C'est pas censé arriver, c'est pas normal. Le but est magnifique, l'action est magnifique, mais comme il l'a dit en conf de presse, les 20 premières minutes ont été catastrophiques. Et s'ils veulent éviter d'être très vite pris au piège face à l'Inter avec des supporters bouillants, faudrait éviter de se prendre 2 buts en 20 minutes, quoi. En première minute, ça aiderait. Ça va être plus compliqué si c'est un Meazza 2-0 au bout de 20 minutes. Ce sera plus compliqué que le scénario qu'il y a eu hier soir. Moi, je pense que oui, Flick va peut-être faire justement au niveau, pas forcément tactique, mais au niveau de la concentration et voilà,
bien démarrer le premier quart d'heure. Je pense que ça sera important parce qu'ils vont vouloir les mettre sous l'eau. L'Inter, ils vont, à mon avis, presser fortement. Je sais pas si Lautaro sera à 100% parce que du coup, il est sorti, il était diminué, on l'a vu. Koundé, très important aussi parce que malgré tout, c'est une saison fantastique qui sort. Et il y a plein d'interrogations. Je suis d'accord. Le scénario, il peut aller dans un sens comme dans un autre. Moi, Mais je mettrais quand même favori l'Inter. Tu sais quoi? ah ouais? Ah bah tu vois, À domicile, à domicile quand même, c'est solide. Hein. On a vu le match face au Bayern. Hein. Le oui. Bayern a poussé, mais on sentait que l'Inter était porté par ses supporters et on limitait l'incendie. Hein. Je suis d'accord en partie, mais d'un autre côté, le Barça, pardon, je pense que le Barça, offensivement, bon, c'est solide. Oui, c'est solide. C'est une machine à marquer des buts. Hein. Ils peuvent très clairement gagner ce match. C'est ça, et je me dis que s'ils corrigent cet aspect des 20 premières minutes où ils ont pris les 2 buts, je me dis que s'ils corrigent ça et qu'ils ont toujours la même force de frappe offensive, est-ce que Rafinha va être autant muselé sur ce match-là? Est-ce que Yamal va être sur le même état de grâce? À voir. Moi, je suis curieux. Pavard, est-ce qu'il sera de retour pour l'Inter? Je sais pas. Ça, c'est une bonne question parce que mine de rien, il est plutôt important. Pavard est plutôt utile, mais je sais qu'ils le font pas trop jouer en Ligue des Champions. C'est plus, on va dire, c'est plus un backup de luxe dans le calcio. De Bastoni et de Acerbi. Après, l'Inter, ça a quand même montré quelques faiblesses. Bon, ça c'est pas la LDC, mais en championnat, en ce moment, face à Bologne, je pense au match face à Bologne, oui. Le splendide but qui se sont pris à la dernière minute, ça fait tâche. Hein, et je regarde actuellement le classement. Oui, l'Inter est deuxième. Hein. Naples peut potentiellement devenir champion. C'est ça, et c'est ce que j'ai en train de regarder. Ils vont pas pouvoir faire reposer énormément, du coup. Oui, je vais voir. Déjà, samedi prochain, les deux jouent face à Lecce pour Naples, suivi de l'Inter. Dimanche prochain, dans 2 semaines, Torino-Genoa. Mais faut pas faire de faux pas pour l'Inter. Hein. Ils ont même perdu face à l'AC Milan, mais après l'AC Milan, le rival a été très très bon quand même. Hein. Oui, lors des confrontations. Hein. L'AC, c'est pas super cette saison, mais comme en Supercoupe. Oui, d'accord. Et c'est là la différence avec le Barça, où Matt il dit que le Barça, c'est pas non plus gagner championnat, même si t'es bien, le Barça a un peu plus. A un petit peu matelas quand même, malgré tout, contrairement à l'Inter qui est repassé derrière quand même Naples. Mais oui, moi je vois le Barça. Si je devais me mouiller, là, si on devait se mouiller, je dirais le Barça 2-1. Je dirais le Barça 2-1. Moi, c'est 2 équipes qui marquent beaucoup de buts, donc je mettrais 3-2 pour l'Inter avec un but lors des dernières minutes pour Milan. Ce sont les spécialistes. Hein. Oui. Ce sont les spécialistes de ce genre de situation, hein, quand même. Hein. Je suis d'accord avec toi. T'es pas seul à penser ça. Je vois Matt qui dit 2-0 Inter. Je vois le Barça quand même marqué, mais Rémi qui dit 1-0 pour l'un ou l'autre, ça me paraît plus cohérent. Oui, ça me paraît total. Ouais, c'est cohérent. Les deux peuvent gagner le match en fait, hein. Totalement. Oui, les deux peuvent gagner le match et c'est ça qui va être incroyable, c'est que tu vas regarder le match et tu sauras pas trop un petit peu à quoi t'attendre. Je vois Célestin qui dit moi tant que le Barça perd ça me va et FC Procuration. Voilà, non, moi je comprends Célestin sur le match d'avant FC Procuration, ensuite une défaite du PSG évidemment. Bah, évidemment, si je te demande ta finale idéale, tu vas me dire Arsenal et puis Barça-Inter. Ouais, Arsenal-Barça, je dirais quand même. Hein. Arsenal-Barça, ça fait des vibes de 2006, 2007. Et effectivement. Avec Titi. Mais oui, voilà, moi, si je devais mouiller, ça serait ça. Après, pour Paris-Arsenal, on avait parlé un petit peu du scénario du match retour. On n'avait pas pronostiqué de score. Toi, tu verrais quoi comme score? Je verrais bien. Je dirais 1-1.
pour. En fait, est-ce que je ne sais pas trop. Est-ce que les équipes vont se libérer offensivement ou vont rester défensivement, très fortes défensivement? Je pense que le jeu défensif va rester comme il est. Qu'il va y avoir des buts, mais que les individualités parisiennes vont être portées par le Parc, qui en LDC fait plutôt du bruit par rapport en Ligue 1. Oui, oui. Oui, il fait le taf en LDC et je suis d'accord. Moi, pour le coup, tu as tout dit. 1-1, c'est ce que je vois. Je sais pas. Je vois bien une configuration de match un peu similaire. Et moi, je vois peut-être le PSG ouvrir le score et je vois bien Arsenal en mettre un, mais pas réussir à mettre le deuxième qui lui permet d'aller en prolongue. Et bah, franchement, oui, c'est totalement Arsenal compatible comme scénario. Oui, c'est ça. Et je vois que dans le chat, ils sont plus sur un 2-1 Paris, ce qui paraît pas non plus. C'est pas non plus déconnant. Non, c'est pas déconnant, honnêtement. Et dans le scénario de match où Arsenal revient au score et puis donne trop d'espace derrière, et puis un Barcola ou un Ramos en transition marque le deuxième, ça me surprendrait pas, on va dire. En tout cas, moi, je vois bien un PSG qui va souffrir, surtout. Oui, voici. Comme un peu face à Aston Villa, parce que je pense que Arsenal ont BT Sport dans leur centre d'entraînement. Ils ont pu voir que le PSG, lors des matchs retour, ça reste quand même friable, même si c'est correct. Mais c'est pour ça que je me dis, en vrai, Arsenal, ils peuvent le faire quand même, parce que la seconde mi-temps face à Villa, là. Oui. La seconde mi-temps face à Villa, c'était compliqué. Et tu fais ça face au Barça et face à l'Inter, s'ils vont en finale de LDC. Non, je suis d'accord. Oui. C'est pas rassurant s'ils font le même type de presta en deuxième mi-temps au retour, ou même au global. Moi, allez, si je me mouille, je dis PSG Barça en finale, et ça sera un beau match dans tous les cas. Après, voilà quoi. Moi, j'ai juste une petite question qui me traverse l'esprit. Est-ce que si Paris perd, ça te prépare des petits tweets ou pas? Non, ça y est, j'ai déjà fait ça en 2020, on grandit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon club. Moi, je le dis très clairement. C'est le match face à vous dimanche, face à Lille, qui est très, 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 très compliqué pour les deux équipes. Ah oui, pour le match. Ça va être un enfer. Ouais, le match, le perdant, il va. Wow, s'il y a un perdant, il est dans le mal. Moi, je pense que ça va finir comme lors des matchs précédents, match nul. On repart tranquillement. En plus, ce qui est drôle, petit aparté, dans cette course à l'Europe en Ligue 1, c'est que tout le monde perd des matchs bêtement. Oui. Nous, ça a été Auxerre, ça a été Lens. Je suis d'accord. C'est un scénario où en fait, tu as des équipes qui auraient déjà dû être à Marseille, je pense. Même à Marseille, si on gagne face à Auxerre, Lens, Angers, tout ça, on est facilement deuxième, mais on regarde le reste se battre pour les 2 dernières places en LDC. Hein. Mais malheureusement, deux arbitres, quand je parlais de patience, moi je le dis aux supporters marseillais, s'il y en a. Faut être patient avec 2 arbitres. C'est un football qui est pas compatible avec la Ligue 1. Vous vous rappelez la première année avec Luis Enrique, ils ont quand même galéré. C'était des matchs, c'était pas de la maîtrise totale tout de suite, quoi. Il a dû trouver une manière de jeu pour débloquer les blocs bas. Parce que c'est surtout ça le problème. Et c'est pour ça que Auxerre nous ont mis 3 d'affilée, 3-0 à chaque fois. C'est que les deux arbitres n'ont pas réussi à trouver pour l'instant la méthode pour trouver un bloc bas. Et aussi, il faut voir le mercato marseillais. Moi, j'étais pas très fan de Brassier, honnêtement, je le dis. Oui. Moi, je l'ai dit, il me dit Brassier. Et c'est ça le truc à l'OM. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est normal qu'on gagne pas de titre. La pression, on a encore plus de pression que le PSG. Oui, je vois ce que je veux dire. L'environnement, c'est pas. L'environnement est totalement
nocif. Enfin, les médias, t'as pas vraiment de médias pro-marseillais, enfin, pas comme en Espagne où t'as des médias pro-barcelonais, Oui. pro-madrilènes. Ça balance l'équilibre. Les supporters qui, qui mettent la pression. Et c'est Oui. c'est vrai, et c'est pas notre faute. On a été bercé dans un narratif, ou même moi, quand j'ai commencé à supporter ce club, moi j'étais à Marseille, c'était l'ère des champs. Ça a gagné des matchs, ça a gagné des trophées, on faisait des trucs en LDC. Bah oui, oui, je suis d'accord. Mamadou Là, Niang. ouais, là maintenant c'est un trou noir, enfin. Un trou noir, enfin, pas aussi noir que ça. Ok, il y a eu il y a eu la saison dernière à 4 coachs, la fin de saison de Bielsa et la fin de Rudy Garcia, mais sinon, on se porte mieux que quelqu'un qui supporte Angers, Toulouse, Ou Lens. ou Lens. Ah, j'avoue que Lens, eh, Rémi. Non, ça va, vous avez gagné contre nous, Rémi. Ça y est 1-0. Justement, ils ont posé un bloc bas, ils ont marqué à la 90e. oui. Ils ont gagné. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais là, je voulais juste un petit clin d'œil à Paulin qui est dans le chat, un supporter lillois, évidemment, et qui parle un petit peu, qui dit « J'espère que De Zerbi ne va pas trouver de solution avant dimanche 23h. » Moi, je vois soit un match nul, comme tu as dit, un petit un partout, un petit but. Je crois que Diakité... Ouais, mais en vrai, je pense que même Lille peut gagner parce que Lille à domicile, ça reste très solide. Et je sais, et si c'est très solide et même si l'OM est en très grande forme quand même face à Brest et à Rennes qui sont pas des équipes faciles à jouer, même si Rennes, c'est vrai, est en dessous de ce qu'on attendait, ça reste quand même ça reste quand même une bonne équipe qui peut poser des problèmes. Même Brest. Ok, Brest, c'est pas le Brest de l'année dernière, mais quand même, ça reste rassurant quand même. Reste rassurant quand même. Je pense que l'OM, pour gagner ce match, devra être extrêmement clinique. Oui. C'est-à-dire l'arbitrage, ne pas compter sur l'arbitre. Faut marquer des buts. C'est ça le but du jeu de ce sport aussi. Faut marquer plus de buts que l'adversaire. Il va falloir être très clinique parce que je pense que c'est pour ça que Genesio nous a posé beaucoup de problèmes. Il y a eu des moments sur les deux matchs, le match aller au Vel et en Coupe de France, où on a dominé le match. Mais les Lillois ont su souffrir ensemble quand même et marquer le but qui les a permis pour les relancer. Je ne parlerai pas des lacunes offensives. Je pense que ce problème va changer parce que c'est pas la même équipe aussi offensivement. Ok, il y a Greenwood. D'ailleurs, même si t'es bon, il y a pas de sourcils avec moi. Voilà, c'est les petits messages que je voulais passer. Il y a pas de sourcils. Il devrait même pas être sur un terrain de foot. Non, on est d'accord. Mais bon, ça. Et Amine Guri aussi, qui je pense l'année prochaine va faire une vraie saison. Pour moi, c'est un joueur qui est fait pour ces clubs-là. Pour des clubs où tu as extrêmement de pression. On parlait quand même à l'époque de lui en centre de formation en équipe jeune. C'est un mec qui peut être le backup ou le régène de Benzema au Real. Faut pas l'oublier. C'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi. Et moi, je pense quand même que pour revenir au match de dimanche, moi, je pense que Joe David va. Ses derniers matchs, c'est un peu son farewell tour, donc je pense qu'il aime bien marquer contre l'OM. Donc moi, je le vois bien lâcher une petite perf bien sympathique. Après, oui, ça, pour moi, ça va être un match offensif. Les deux défenses ne sont pas exceptionnelles non plus. Enfin, surtout, encore celle de Lille, par moment, je la trouve plus solide que celle de Marseille. Alors, j'ai dit en ce moment, enfin, ça dépend si Balerdi revient en forme, parce que Balerdi va sûrement jouer face. Mais s'il revient en forme, j'aurai un peu moins peur et je pourrais me dire, sur un malentendu, une victoire. Oui, c'est un malentendu. Après, notre défense, ça dépend tout simplement si Thomas Meunier est installé ou pas dans la défense.
Et voilà, je reviens sur le chat. Matt qui dit Paulin, membre de l'équipe, évidemment le GOAT, le P, les grilles originelles, et qui dit justement que ça va être dur défensivement pour Lille parce que Diakité est absent, ça va être Meunier dans l'axe. Alors autant te dire que Meunier dans l'axe, Diakité nous a bien fait chier en plus sur les 2 matchs. Hein. Je crois même Diakité, sur le premier où il a su profiter d'un arbitrage plutôt laxiste et a marqué le but qui a permis d'arracher le nul au Vel. Ah mais ce match-là, je m'en souviens très bien. Il y a une discussion très animée à la fin du match. Hein. Ah oui. Je me souviens très bien. Franchement, moi, j'étais dans la fête, mais... D'autres non, et c'est vrai que c'est un peu parti... Après, c'est vrai que les deux équipes, c'est frustrant pour les deux côtés. Hein. Oui, je suis même d'accord. Comment c'est fini en Coupe de France, ça reste frustrant quand même. Mais il n'y a pas que le Lille-Marseille quand même. Hein. Il y a le Lyon-Lens qui va être très important, le Strasbourg-PSG. Oui, à voir le comportement du PSG. Est-ce qu'ils vont pas faire full reposer? Est-ce que tout dépendra il y a plein de choses qui vont jouer sur la course à l'Europe. Parce que ces 2 matchs sont importants pour nos 2 clubs. Parce que imagine Paris et Lens l'emportent. Dans tous les cas, soit on perd, soit on fait match nul. Et on s'en sort bien. D'ailleurs, vous êtes le dernier gros qu'on affronte. Donc voilà. Donc je pense que Deserbi aura à cœur de remporter ce match pour se mettre à l'abri. Oui, parce que nous on finit face au Havre et Rennes, et puis vous avez encore un match face à Brest. On a Brest et Reims, si je dis pas de bêtises. Reims, le dernier match c'est tranquille. Brest, on sait jamais. Hein. On a bien vu j'avais regardé le Monaco-Brest. Brest, Brest, et puis on est capable, c'est totalement dans l'ADN lillois de faire de la merde à Brest. On a toujours eu des matchs compliqués là-bas, que ce soit l'année dernière quand ils étaient exceptionnels, mais même avant. Et je me méfie quand même de Brest. Après, effectivement, il y a Strasbourg qu'il faut pas non plus oublier, qui sont capables de coiffer un peu tout le monde au poteau, on ne sait jamais. Et Rémi qui dit Lyon-Lens, on prend 3-0, comptez pas sur nous. Effectivement, j'ai l'impression qu'en ce moment, à Lens, prendre les 3-0, c'est monnaie courante. Après, Lens a plus rien aussi. Hein. Crise financière, c'est plus le Racing Club de Lens, c'est le Racing Club de Rennes, carrément. Ça voit tous les top joueurs là-bas. Enfin voilà, c'est compliqué et franchement, les Lensois doivent être satisfaits de leur saison parce que c'est pas comme s'ils jouaient le maintien. Ok, ils ont le niveau d'une équipe qui joue le maintien, mais statistiquement, vous êtes 8e, donc ça va. Ouais. Franchement, c'est pas le scandale du siècle. Non, c'est une saison de transition, on va dire. Ça a fait des économies en vendant beaucoup de joueurs au mercato hivernal. Et bon, pas la meilleure solution vu ce qui se passe avec la DNCG actuellement. Non, pas du tout. Et voilà, quand ça a vendu, comme dirait Rémi, 75% de l'effectif, pas sûr que ce soit la meilleure méthode, que ce soit sportive ou économique. Mais bon, s'ils pouvaient un petit peu accrocher Lyon, ça me dérangerait pas non plus. Je vais pas mentir. Mais ouais. Non, mais pour finir sur Strasbourg, c'est vraiment une équipe. C'est vraiment l'équipe que j'ai adoré suivre. Parce que d'habitude dans Ligue 1, je regarde que les gros matchs, c'est de mon club, mais j'ai pris du plaisir à regarder Strasbourg. Oui. Ah oui, vraiment. C'est une équipe un petit peu. Chaque année, c'est une équipe un peu popcorn, que tu kiffes la regarder. L'année dernière, c'était un peu Brest quand même, malgré tout. Et là, cette année, c'est vrai que Strasbourg, l'alchimie, tu vois que les mecs sur le terrain, ils s'éclatent, même dans les coulisses au vestiaire. Je pense à Diego Moreira, qui est excellent. Je pense à Emega. D'ailleurs, je pense qu'Emega, à mon avis, il va pas rester longtemps à Strasbourg. C'est pour ça que je me dis que le top 4, sauf si Chelsea envoie les gros moyens, est-ce que ce serait pas mieux que Strasbourg aille en Europa League, justement? Parce que pour moi, ils sont capables de performer en Ligue des Champions, c'est pas ça le problème. Mais s'il y a trop de gros départs, ça. Mais je pense que Strasbourg
aura le niveau pour performer la saison prochaine avec Donc là, ces Wonderkid. Pour toi, ton top 4 là, à l'heure actuelle, qui va, non pas à l'heure actuelle, mais qui va finir la saison, si tu devais donner. Alors, il faudrait que je regarde Monaco avant, quand même. Parce que c'est Monaco que je vais faire bouger. Niveau du classement et Saint-Étienne, Lyon, Lens, ça peut être des matchs pièges. Oui. Donc, mon top 4, je mettrais Marseille, même si tout dépend encore du match face à Lille. Pour moi, on perd le match face à Lille, on va en Europa League. Hein. Même si je ne vois pas les autres équipes se lâcher. En troisième, je mettrai. Et en top 4, je mettrai. J'arrive. Je vais mettre. On va mettre Lille. Lille, ok. Et toi? Moi, je partirais sur, bien évidemment, Paris. Je dirais vous quand même, malgré tout. Je dirais Lille, du coup, LOSC, hein, et le drapeau qui est tombé d'ailleurs. Et je dirais Lyon. Je dirais Lyon quand même si j'aimerais bien voir Strasbourg. Lyon finish. Lyon, les enjeux sont tellement importants pour eux, c'est un autre débat, mais économiquement. C'est vrai, la DNCG là. Là, c'est compliqué, hein. C'est dur. Et je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense, ouais, qu'on a fait un beau tour d'horizon. Donc une petite finale pour mon côté PSG Barça, tu vois, ton côté, même si Paris est un ops, tu les voyais passer et tu voyais peut-être plus l'Inter, un petit Paris Inter en finale. Non, je dirais un PSG Barça quand même. Hein. PSG Barça quand même. Ouais. Même si j'aimerais plutôt que ce soit Arsenal Barça. Arsenal Inter, honnêtement. Pourquoi est-ce que juste pour avoir deux styles de football différents? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais j'avoue que le Barça. Mais le Barça pour moi mérite de gagner la LDC. C'est ça, voilà, exactement. Pour moi, il mérite de fou. Et donc voilà, PSG Barça, ça serait une finale magnifique. Ensuite, voilà, on a fait le point un petit peu sur le top 4 en Ligue 1 sur la course à l'Europe. Et une petite citation du commentaire pour finir. Lakers in 5. LeBron, Doncic, KFC, Wolves in 5, tout simplement. On en reparlera dimanche justement avec Matt. Mais il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire et voilà. 2 matchs 6 ce soir, attention. 2 matchs 6, attention. Samedi soir, ça peut partir en match 7. Moi, je vois, il y en aura au moins un, ça c'est sûr. Il y en aura un. Les deux. Mais 2, je suis pas sûr. Je sais pas, les Pistons, je les sens aller chercher le 7. Non, moi je l'ai dit, les Pistons vont chercher le 7. Mais donc là, c'est plus les Nuggets qui assurent. Je pense, il y a un monde où les Nuggets peuvent. Où Jokic lâche une perche légendaire. C'est possible, hein. Sur cette série, tout est possible. Moi, je vois les Clippers arracher le Game 7. Et en fait, j'aimerais bien voir de Game 7. Si je suis réaliste, je dirais peut-être que les Knicks peuvent le faire, mais si je me laisse aller, que je suis un peu joueur, je dirais de Game 7, ça ferait plaisir pour l'entertainment. Voilà. Donc, tout ça, on en reparlera dimanche. Effectivement. Les Rockets Warriors, voilà, pour terminer, je pense que ça va se finir en match 6. Mais, en vrai, un Game 7 pour le divertissement? Pour le divertissement, oui, mais je sais pas, je vois quand même plus. Là, l'expérience qui parle pour moi, comme je l'ai dit lors du premier point, lors de la semaine dernière. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, tout ça va vous être magnifiquement raconté dimanche par toi et Matt, et on va être tous devant pour regarder un petit peu le débrief que vous allez en faire. En tout cas, moi, je suis ravi d'avoir fait ce live avec toi. On va pouvoir passer au mot de la fin. Et Ouais, écoute,
Écoute, je te laisse dire ce que tu as envie, le petit mot de la fin. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, pour les rediffs aussi. Exactement, exactement. Et puis moi, mon petit mot de la fin, bah, c'est pour dire voilà, c'était super intéressant de débattre un petit peu, d'avoir ton point de vue. Au final, on a la même finale entre guillemets de pronostiquer. Donc c'est parfait. On va un petit peu, hein, toujours amicalement, on va un petit peu se détester dimanche soir avec Lille Marseille. Mais bon, mais voilà. Ravi encore une fois d'avoir vu toutes les personnes sur le live, tout le chat. Et je vois une super nouvelle, c'est que Paulin, donc du coup, nous annonce qu'il va pouvoir bientôt faire son retour pour les lives. Donc une personne de plus que vous verrez, et ça, c'est magnifique. Et comment dire. Et puis Rémi qui a fait une take et apparemment on l'a pas cité, qui commence à comprendre le trade des Mavs. Bah écoute, ça sera dimanche. À mon avis, ça va en parler. Je vous fais confiance pour ça. On va pouvoir passer à notre au revoir habituel. Mais ils ont toujours perdu le trade, mais on en reparlera dimanche. Oui, je suis d'accord. Et ben écoute, il ne reste plus qu'à dire ciao. Et puis à dimanche pour mon vrai mot de la fin, c'est j'arrive manger. Moi aussi. Allez, ciao les gars. Et puis bon, là, n'hésitez pas sur tous les réseaux. Et puis bonne soirée à tous et bon appétit pour ceux qu'on va manger. Voilà. Salut.